on parle d'investissement dans le quantique, tout le monde regarde les mêmes valeurs. IonQ, Rigetti, D-Wave. Mais il y a 5 entreprises qui dépensent des milliards dans le quantique en ce moment et dont presque personne ne parle dans ce contexte. Il s'agit de Google, IBM, Microsoft, Amazon et bien sûr Nvidia. Ces entreprises, ce ne sont pas des paris sur l'avenir du quantique. Elles sont déjà dedans avec des vraies équipes, des gros budgets, des vrais chips. Bien évidemment, pour l'instant, c'est pas rentable, mais en tout cas, elles mettent beaucoup de moyens en œuvre. Et pour l'investisseur, c'est peut-être là que se trouve la meilleure opportunité dans ce secteur. À la fin de cette vidéo, je vais vous montrer un tableau récapitulatif complet des 5 acteurs. Et je vais vous dire lequel représente selon moi le meilleur rapport risque-opportunité en 2026. Bienvenue sur la chaîne L'investisseuse quantique. Ici, on décrypte le futur avant qu'il ne devienne évident. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je me propose de vous parler des géants cachés du quantique, à savoir IBM, Google, Microsoft, Amazon et bien sûr Nvidia. Avant d'aller plus loin, commençons d'abord par poser les bases. Donc, avant de rentrer dans les détails de chacune des entreprises, il faut comprendre une distinction fondamentale. Il n'y a pas un ordinateur quantique, il y a plusieurs familles de puces quantiques. Elles ne fonctionnent pas tous de la même façon. La première famille, c'est ce qu'on appelle les architectures rapides, les supraconducteurs. Ce sont des circuits électroniques refroidis à des températures extrêmes, moins de 273 degrés, plus froid que l'espace interstellaire. Leurs opérations se font en quelques nanosecondes. Elles sont ultra rapides, c'est pour ça qu'on parle de fast lock. Mais elles sont très sensibles aux perturbations extérieures. Les entreprises qui utilisent cette technique sont Google, IBM et Amazon. La deuxième famille, ce sont les architectures dites lentes, qu'on appelle les ions piégés ou les atomes neutres. On manipule des atomes réels avec du laser. Les opérations sont 100 fois à 1000 fois plus lentes que la famille précédente. Mais elles sont beaucoup plus précises. Et dans cette famille, on retrouve des entreprises telles que IonQ, Pascal, Cocorico et QEra. Ensuite, la troisième famille, c'est la famille topologique. Donc, c'est assez expérimental. Il n'y a que Microsoft, en tout cas comme grand acteur connu, qui se positionne sur ce sujet aujourd'hui. Donc, c'est une approche qui est assez différente, mais on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et étudier entreprise par entreprise ce que les grands de l'informatique font au sujet de l'informatique quantique. Et on va commencer par ma valeur préférée. Si vous me suivez depuis un moment sur cette chaîne, eh bien vous avez deviné, il s'agit de Google. Donc Google qui est passé du chercheur, donc qui était très à fond sur le côté recherche, mais aujourd'hui est passé dans une étape plus stratégique, plus commerciale. Donc pour résumer, ce qu'il faut savoir, c'est que la principale puce quantique de Google s'appelle Willow et elle permet aujourd'hui de faire fonctionner 105 qubits et elle est basée sur la technologie des supraconducteurs, c'est-à-dire la technologie rapide, donc celle qui est plus utilisée, en tout cas qui est plus adaptée pour tout ce qui est cryptographie post-quantique. Pour vous donner une idée de ce que Willow représente, donc les 105 qubits de Willow, ce que ça veut dire, donc Willow a résolu en 5 minutes un calcul qui prendrait 10 septillions d'années à n'importe quel superordinateur classique. Bon, je ne sais pas si vous vous rendez compte des ordres de grandeur, mais c'est absolument fou ce que cette puce qui n'a que 105 qubits peut réaliser. 10 septillions d'années, c'est même plus vieux que l'univers, donc ça sort de l'entendement en fait de l'esprit humain. Mais surtout, Willow a démontré quelque chose que personne n'avait réussi avant. Plus on ajoute de qubits, plus les erreurs diminuent. C'était pas le cas avant l'arrivée de Willow, en tout cas dans le spectre des puces quantiques. Donc c'était plutôt l'inverse. Donc ce résultat, il a été publié dans la revue scientifique Nature. C'est l'une des plus prestigieuses au monde. Et ce n'est pas un communiqué de presse. Donc, il faut vraiment faire la différence quand on étudie les valeurs du quantique entre ce qui relève du communiqué de presse et ce qui relève de la publication scientifique. Donc, dans le cas de Willow, c'est une publication scientifique. Donc, elle a été validée par la communauté scientifique internationale. Maintenant, parlons de l'équipe. Donc, Google Quantum AI, c'est une division dédiée au sein de Google qui est dirigée par Hartmut Neumann. Leur chef scientifique hardware, c'est Michel Devoré, qui était un franco-américain, qui a reçu le prix Nobel de physique en 2025 pour ses recherches fondatrices sur les qubits et les supraconducteurs. C'est le 3e chercheur de Google à recevoir un Nobel en 2 ans. Donc, pourquoi j'insiste là-dessus? Pour vous dire que chez Google, il y a vraiment des techs, donc il y a vraiment des gens qui sont très compétents, qui bossent sur le sujet de l'informatique quantique.
Et quand une équipe de recherche reçoit un prix Nobel, ce n'est pas anodin. Ça signifie que les bases scientifiques sur lesquelles ils travaillent sont reconnues comme révolutionnaires par la communauté mondiale. Donc, globalement, ça représente quelque chose de très fort, ce que Google est en train de faire aujourd'hui, déjà au niveau de leur équipe sur le quantique, mais également au niveau de cette équipe, de ce que cette équipe délivre donc à travers de la puce Willow. Google a annoncé l'ouverture également d'un second programme, cette fois sur les atomes neutres. Donc, Google joue, entre guillemets, sur les deux tableaux. Donc, à la fois sur les supraconducteurs avec les architectures rapides, avec la puce Willow, mais ils ont également annoncé l'ouverture d'un second programme pour travailler sur les atomes neutres, qui sont réputés pour être beaucoup plus précis, mais être une architecture plus lente. Donc, il y a une équipe de 10 chercheurs dans le Colorado de Google qui travaille spécifiquement sur le sujet. Donc c'est un signal qui est assez fort, c'est-à-dire que Google ne mise plus sur une seule technologie, il se protège, donc il travaille sur les deux technologies qui, pour l'instant, pourraient être porteuses, en tout cas dans le futur, dans l'univers du quantique. Donc, pour l'investisseur qui investit sur Google, c'est une information qui est importante. Donc, c'est-à-dire que Google se positionne à la fois sur la partie sécurité post-quantique, cryptographie post-quantique avec la technologie des supraconducteurs, mais également sur la précision qui pourrait être utile à d'autres secteurs d'activité. Donc Google vraiment, on va dire, ils essaient vraiment de gagner sur tous les tableaux. Donc très intéressant pour un investisseur qui se projette sur cette entreprise. Donc Google ne publie pas de budget quantique séparé, mais Alphabet, la maison mère, a dépensé entre 91 et 93 milliards de dollars d'investissement en 2025. Donc, quand on génère 74 milliards de trésorerie libre en fait sur 12 mois, le quantique en fait est financé sur une base quasi illimitée chez Google parce que vraiment ils génèrent tellement de cash flow, donc ils ont de quoi financer leurs recherches sur le quantique. Ils ont aussi créé une spin-off, donc il y a une filiale séparée qui s'appelle Sandbox AQ, qui a levé 450 millions de dollars. Donc cette spin-off, elle est focalisée sur les applications commerciales de la cryptographie post-quantique. Donc vraiment, ça c'est l'un des sujets qui va rapporter le plus, je pense, sur le sujet de l'informatique quantique, c'est la partie cryptographie post-quantique. Donc Google a créé une spin-off sur le sujet qui travaille à destination des banques, des gouvernements, en tout cas dans le domaine de la défense. Donc pour en revenir sur le sujet de la sécurité post-quantique, donc aujourd'hui Google est très en avance sur le sujet. En mars 2026, Google a publié un papier qui a fait beaucoup de bruit, notamment pour la communauté crypto et Bitcoin. Leur démonstration, c'est qu'un ordinateur quantique avec moins de 500 000 qubits pourrait casser la cryptographie qui protège les données aujourd'hui, et y compris la cryptographie qui permet de sécuriser les portefeuilles Bitcoin. Donc pour contexte, Willow a 105 qubits, donc on est vraiment loin des 500 000 qubits annoncés dans la démonstration de Google, mais en tout cas Google s'est engagé à migrer ses propres systèmes vers des algorithmes résistants au quantique d'ici 2029. Donc l'objectif annoncé, c'est d'avoir un premier ordinateur quantique tolérant aux fautes d'ici 2029 aussi. Donc raison pour laquelle ils proposent de migrer tout leur système vers des algorithmes résistants au quantique d'ici 2029, c'est parce que Google va proposer à la fois la maladie et le remède. Parce que s'ils proposent un ordinateur quantique à 500 000 qubits qui est résistant aux fautes en 2029, c'est-à-dire que la possibilité que les gens hackent leur système, elle est grande. Alors ils vont passer tout leur système vers des algorithmes résistants au quantique avant de sortir cet ordinateur. Deuxième valeur, eh bien, il s'agit d'IBM. IBM dans le quantique, c'est une histoire qui commence dans les années 80. Donc IBM est présent sur ce sujet depuis de nombreuses années. Et en 2016, ils ont été les premiers à mettre un ordinateur quantique dans le cloud, accessible depuis n'importe quel ordinateur dans le monde. Et ils ont littéralement démocratisé le quantique. Vraiment, c'est IBM qui sont les pionniers dans ce sujet. Lorsque vous tapez informatique quantique sur Google, eh bien, vous allez voir que IBM apparaît dans les premiers résultats parce que c'est une entreprise qui est vraiment pionnière sur ce sujet. Et comme je vous disais, depuis les années 80, ils travaillent sur cette technologie. Donc aujourd'hui, les chips qu'ils ont développés, il y a Euron, donc leur processeur actuel, qui oscille entre 133 et 156 qubits. Ensuite, on a NiceSpark qui a été annoncé en novembre 2025, qui propose 120 qubits, mais avec une architecture plus dense qui permet des calculs 30 fois plus complexes. Donc là, on voit que y a une spécialisation. Donc on a Euron en fait avec les 156 qubits, et là on a Nighthawk avec une architecture un peu différente. Ensuite, on a Loon qui est encore expérimental,
Donc, le projet, en tout cas, de Loon, c'est de démontrer pour la première fois tous les composants nécessaires pour construire un vrai ordinateur quantique tolérant aux fautes. C'est pas encore une machine finale, donc comme je l'indique, c'est quelque chose d'expérimental, mais l'idée, en fait, c'est d'avoir la preuve que tous les composants nécessaires à fabriquer un ordinateur quantique fonctionnent bien ensemble. IBM, c'est également un écosystème, l'écosystème IBM Quantum, qui travaille aujourd'hui avec 500 clients, donc des entreprises qui travaillent avec IBM pour se préparer justement à la sécurité post-quantique. 450 000 développeurs. Donc, il faut savoir que IBM a carrément fourni un kit de développement, KissKit, qui est le plus utilisé au monde, qui propose aux développeurs d'avoir un kit de développement pour commencer à développer des applications sur le quantique. IBM a plus de 280 partenaires académiques et industriels avec lesquels il travaille sur ces technologies. Donc, IBM a en plus de la technologie un écosystème afin de pouvoir vraiment déployer ces technologies, mais aussi profiter de l'expérience industrielle, des retours terrain et surtout travailler avec des cas d'usage réels de clients réels. Donc aujourd'hui, dans les clients qu'on peut noter, en tout cas qui sont publics, comme je vous disais, il y a des banques, c'est surtout dans le domaine de la finance, ils travaillent à se protéger justement de la menace quantique. Donc beaucoup travaillent avec IBM, c'est le cas de HSBC, c'est le cas de Vanguard, parce que le quantique, il y a aussi des idées d'adaptation sur le volet d'optimisation des portefeuilles financiers avec une grande puissance de calcul. Donc, les banques sont doublement intéressées. Donc, HSBC, Vanguard. Ensuite, on a les cliniques, donc le médical aussi, qui est un secteur qui pourra profiter des innovations quantiques. Donc, notamment Cleveland Medical. Ils ont simulé des molécules et ils ont accéléré, ils vont simuler des molécules et leur objectif, c'est d'accélérer la découverte de médicaments. Donc, IBM est, avec Google, l'une des seules entreprises à publier une roadmap assez ambitieuse sur le quantique. Donc, dans leur roadmap, là, on voit Loon qui a été déjà proposé. Ils proposent, par exemple, en 2026, donc cette année, d'avoir une nouvelle puce qui va s'appeler Kookaburra. J'espère que je l'ai bien prononcé. Donc, c'est l'idée d'avoir un premier module de correction d'erreurs réelles, donc il va venir corriger les erreurs en fait dans les puces quantiques. Ensuite, on a Coq2, c'est connexion entre plusieurs modules. Donc là, l'idée c'est vraiment de créer des clusters de puces quantiques. Et en 2029, et ils l'ont annoncé même dans leur earnings de cette année, c'est d'avoir un ordinateur quantique tolérant aux fautes à grande échelle. Donc IBM est vraiment le seul acteur à avoir tenu chaque étape de sa feuille de route depuis 5 ans. Donc ce n'est pas une promesse, c'est une histoire qui est bien documentée et vérifiable. Bien évidemment, IBM est aussi positionné sur le secteur de la sécurité post-quantique. Côté IBM, il ne parle pas de migration vers la cryptographie résistante au quantique, il la déploie aujourd'hui. Donc 25 milliards de chiffrements résistants au quantique par jour via le mainframe. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est que le mainframe, je vous invite à aller le voir. C'est l'une des technologies informatiques la plus robuste aujourd'hui. Donc, elle fait tourner presque 73% des transactions financières mondiales parce que c'est une technologie qui est tellement robuste et tellement rapide et fiable. Elle est utilisée par quasiment toutes les banques de la planète. Et cette technologie, eh bien, elle intègre les nouveaux standards de cryptographie en production depuis 2023. C'est là la différence entre un communiqué de presse et un déploiement réel et la différence entre IBM et les autres, en tout cas sur le secteur du quantique. Donc IBM, avec leurs 2 milliards de trésorerie annoncés dans leur earnings du Q1 2026, eh bien, ils ont de quoi largement financer leurs travaux sur le quantique. Troisième star de la journée, il s'agit de Microsoft. Microsoft a pris le chemin le plus risqué et potentiellement le plus transformateur. Avec leur chip Mayonnaire 1, ils ont choisi une technologie qui n'avait pas été expérimentée par les autres acteurs jusque-là. Mayonnaire 1 a été présentée en février 2025, ça a été publié dans Nature, et elle propose 8 qubits aujourd'hui. Mais ce qui compte, c'est pas le nombre en fait des qubits, parce qu'on pourrait se dire face à 8 lots, 8 qubits c'est rien du tout, mais c'est la nature en fait de ces qubits qui fait la différence. Donc, Microsoft n'utilise pas les supraconducteurs, ils utilisent ce qu'on appelle les qubits topologiques, basés sur des particules appelées les particules de Mayonnaire, théorisées par le physicien Etnor Mayonnaire en 1937. Ça date pas d'aujourd'hui. Ces particules ont une propriété extraordinaire. Elles sont leurs propres antiparticules. Et dans un ordinateur quantique, ça signifie que l'information est encodée dans la structure de la particule elle-même et non dans son état fragile. Résultat, ces qubits sont naturellement plus stables, ils nécessitent beaucoup moins de correction d'erreurs, et ça c'est game changer dans le sujet du quantique parce que vous m'entendez souvent parler d'ordinateurs tolérants aux fautes, et bien parce que dans le quantique, c'est vraiment ça le sujet, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs parce que les ordinateurs sont très très sensibles à la moindre variation en fait de l'environnement. Donc si Microsoft
arrivent à créer des ordinateurs avec des particules qui arrivent elles-mêmes à se protéger contre les erreurs, ils auront gagné une grosse partie de la bataille. Donc, en gros, les particules utilisées par Google pour faire leur ordinateur quantique, en tout cas, si ce qu'ils disent est vrai, c'est que ces qubits sont naturellement plus stables. Ils nécessitent beaucoup moins de corrections d'erreurs et Microsoft affirme que cette architecture peut accueillir jusqu'à 1 million de qubits sur une chip de la taille de la paume de la main. Ce serait vraiment énorme. Donc, 1 million de qubits sur la taille d'une paume. Bon, en tout cas, ce serait vraiment incroyable. Si c'est vrai, ce serait vraiment un game changer. Il y a quand même une nuance à retenir sur Mayonnaire 1. Le consensus scientifique n'est pas tout à fait en phase avec les publications de Google, donc à prendre avec beaucoup de pincettes. Néanmoins, chez Microsoft, il y a des signaux forts à regarder. Plus d'1 milliard de dollars investis au Danemark pour un nouveau laboratoire, le plus grand site quantique de Microsoft au monde. Ils ont une équipe aussi internationale de physiciens, d'ingénieurs, des docteurs qui représentent plus de 20 nationalités. Et c'est très important, en fait, quand on fait de la recherche sur ce sujet, de diversifier les ressources humaines et de faire appel, en fait, à l'intelligence mondiale. Donc, c'est ce que Microsoft fait avec une équipe qui est composée de au moins une vingtaine de nationalités. Microsoft a aussi été sélectionné par le DARPA, qui est l'agence R&D, en fait, du Pentagone, c'est l'agence, soit dit en passant, qui a inventé Internet. Donc, Microsoft a été sélectionné pour la phase finale du programme de validation des ordinateurs quantiques qui pourrait être utile à l'échelle industrielle. Donc, le fait qu'il soit dans la liste, c'est un label de crédibilité, quoi qu'on dise. Cependant, comme je vous disais, il y a quand même une nuance à retenir pour tout investisseur. Chez Microsoft, il y a des choses qui fonctionnent déjà. Ils ont Azure Quantum. Donc, Azure Quantum, c'est une place de marché, une marketplace de Microsoft pour le quantique. Elle connecte les utilisateurs aux ordinateurs quantiques d'IonQ, de Quantum, de Rigetti, de Pascal. Donc, ça leur permet de pouvoir tirer du revenu du quantique, même si leur puce Mayonnaire 1 en fait ne fonctionne pas. Donc ça, c'est quelque chose en fait d'intéressant. Tous les fournisseurs de cloud, en tout cas Amazon qu'on verra dans la suite de la vidéo, ils ont cette approche, c'est de se dire, peu importe en fait celui qui gagne la bataille du matériel, nous on les met à disposition des utilisateurs, donc on gagne en fait déjà de l'argent sur ce sujet. Et ça a une valeur commerciale qui est réelle et qui est immédiate. Donc Microsoft, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ne construisent pas seulement leur propre hardware, ils vendent l'accès au hardware de tout le monde. Donc que Mayonnaire 1 fonctionne ou pas, la plateforme génère déjà du revenu, donc c'est tant mieux en fait pour eux. Ensuite, je vous disais que Mayonnaire est contesté par certains chercheurs indépendants. Donc il y a des débats scientifiques qui sont ouverts sur la façon dont Google implémente cette puce quantique et sur le fait que Microsoft, implémente cette puce quantique et sur le fait qu'ils puissent atteindre en fait les résultats qu'ils ont mentionnés. Donc il faut distinguer la valeur commerciale réelle, donc Azure Quantum, de la valeur technologique de Mayonnaire, qui est encore incertaine, parce qu'il y a débat et l'ambition, les objectifs sont quand même assez ambitieux, et le fait que la communauté scientifique ne soit pas tout à fait d'accord, c'est quelque chose en fait qui doit nous alerter. Quoi qu'il en soit, Microsoft a un plan B, celui de fournir de la puissance de calcul quantique grâce à Azure Quantum. Cette fois, on va parler d'Amazon, qui pour moi est le géant discret sur le quantique, parce que j'imagine que vous n'avez peut-être jamais entendu même le nom de la puce quantique développée par Amazon. Alors, cette puce, elle s'appelle Ocelot et elle propose 9 qubits. Elle a été développée dans le centre de recherche quantique d'Amazon et oui, ils en ont un qui est installé dans l'université, figurez-vous bien, de Caltech. Et Caltech, pour ceux qui ont regardé la série Big Bang Theory, c'est the place to be en fait pour les chercheurs dans le domaine de la technologie. C'est l'une des meilleures universités scientifiques au monde. Et ils ont collaboré avec un certain John Preskill, qui est l'un des plus grands théoriciens du quantique encore vivant. Donc, c'est pour dire que Amazon, là vraiment, il se prépare à faire du lourd. Donc, il propose une architecture inédite, donc Ocelot, ce qu'on appelle les 4 qubits, nommés d'après le chat de Schrödinger, cette expérience de pensée où le chat est à la fois mort et vivant quand on ne l'observe pas. Fermeture de la parenthèse. Donc, en gros, ce sont des oscillateurs microscopique Pontal, c'est un métal supraconducteur qui stocke l'information quantique dans une matière particulièrement résistante aux erreurs. Donc, c'est pas tout à fait en fait comme Mayonnaire 1, mais ce que Amazon tente de faire, c'est de créer une puce qui est naturellement résistante aux erreurs. Donc, l'innovation fondamentale d'Amazon, c'est la correction d'erreurs qui est construite dans l'architecture depuis le départ. Donc, on est un peu sur la même philosophie
que l'architecture topologique proposée par Microsoft. Les autres acteurs ont construit les qubits d'abord et ensuite ils rajoutent la correction d'erreurs par-dessus. Amazon fait l'inverse. Le résultat, c'est qu'on a jusqu'à 90% de ressources en moins nécessaires pour corriger les erreurs. Et ça, c'est vraiment balèze. Amazon joue sur les deux tableaux, comme leurs amis de Microsoft, parce qu'ils ont Amazon Braket. Et Amazon Braket, c'est un service cloud donc, qui donne accès aux ordinateurs quantiques de qui IonQ, encore une fois, Rigetti, D-Wave, Quantinuum. Donc Amazon facture l'accès au hardware de tout le monde, donc ils sont déjà rentables en fait sur le sujet. Donc demain, lorsqu'ils vont déployer Ocelot en production, si la technologie est mature, ça sera vraiment juste du bonus. Donc Amazon Web Services, pour rappel, c'est le premier fournisseur de cloud au monde. Donc quand le quantique va devenir une technologie commerciale, forcément, AWS sera naturellement la plateforme de distribution. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se positionnent en amont sur le sujet. Donc tous les grands cloud providers, à savoir Microsoft, Amazon et Google, vont bien évidemment proposer de la puissance de calcul quantique de celui qui va gagner la bataille du hardware. Donc ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc eux-mêmes n'ont pas besoin de gagner la course du hardware, ils vont pour gagner la course commerciale parce que leurs plateformes sont déjà tellement utilisées par les entreprises que, eh bien, ils vont proposer le hardware des autres pour pouvoir en tirer du bénéfice. Sur la sécurité post-quantique, leurs outils de gestion des clés cryptographiques intègrent déjà des nouveaux standards résistants au quantique et via Braket, ils donnent accès à des solutions de cryptographie quantique de Quantinuum, qui est l'un des leaders mondiaux aujourd'hui dans le domaine de la cryptographie post-quantique. Alors Amazon, il ne communique pas beaucoup, en tout cas sur le post-quantique, mais je pense que Amazon est probablement la plateforme sur laquelle le plus grand nombre d'entreprises vont migrer leur cryptographie dans les prochaines années. Parce que Amazon, comme je vous disais, c'est un géant du cloud. Beaucoup d'entreprises ont leur workload qui sont déployés sur Amazon aujourd'hui. Donc, probablement, elles voudront rester dans le même écosystème. Et si Amazon propose de la puissance de calcul quantique, eh bien, ça sera plus simple pour eux d'aller là-dessus. Donc, Amazon n'est pas à négliger du tout dans ce secteur. Et le dernier, bien évidemment, on va parler de notre vendeur de pelles préféré. Eh bien, il s'agit de NVIDIA. NVIDIA, en tout cas pour l'instant, ne construit pas d'ordinateurs quantiques. Ils construisent l'infrastructure qui connecte tous les ordinateurs quantiques du monde au système classique. Donc, si vous vous souvenez de la ruée vers l'or en Californie, les gens qui ont vraiment gagné de l'argent, ce n'est pas forcément les chercheurs d'or, ce sont ceux qui vendaient des pelles. Et c'est exactement la stratégie de NVIDIA dans le quantique. Et ce n'est pas un hasard parce que c'est exactement ce qu'ils font aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Donc, il y a 15 ans, NVIDIA fabriquait des cartes graphiques pour les joueurs, puis des chercheurs ont découvert que leur puce était parfaite pour entraîner des intelligences artificielles. NVIDIA a donc créé CUDA, un logiciel qui permettait à n'importe quel développeur de programmer ses puces facilement. Et qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, 90% des systèmes d'IA dans le monde tournent sur du NVIDIA. Et ils font la même chose avec le quantique. Et ils ne sont pas allés chercher bien loin, ils ont appelé leur système le CUDA-Q. Donc le logiciel qui permet d'écrire du code qui tourne à la fois sur des ordinateurs classiques et sur des ordinateurs quantiques. 75% des organisations qui utilisent des ordinateurs quantiques dans le monde utilisent CUDA-Q. C'est le standard de facto. Ensuite, ils ont NVQ Link qui a été lancé en 2025. C'est un câble, au sens figuré, qui connecte physiquement les puces NVIDIA aux processeurs quantiques à très grande vitesse. 17 constructeurs de hardware quantique ont déjà intégré cette technologie et 9 laboratoires nationaux américains. En mai 2026, NVIDIA vient de lancer un modèle d'intelligence artificielle open source spécialement conçu pour accélérer le développement de, je vous le donne en mille, du quantique. Donc NVIDIA renforce son rôle d'acteur universel. Donc ne négligez pas NVIDIA, en tout cas dans le domaine du quantique. C'est vrai que ce n'est pas le sujet qu'ils mettent en avant dans leur earnings ou dans leur prise de parole. Jensen Huang avait même dit que le quantique, ce n'était pas quelque chose qui allait être rentable ou même commercialisable à grande échelle dans les 30 années à venir. Ça avait fait chuter toutes les actions du quantique en même temps. Pour autant, NVIDIA est déjà positionné sur ce sujet et se positionne exactement comme ils se sont positionnés pour l'intelligence artificielle, c'est-à-dire pour devenir incontournable. Maintenant, passons au tableau récapitulatif de nos géants
sur l'informatique quantique. Donc pour récapituler, eh bien on a Google avec la chip Willow, en tout cas en tête de gondole, 105 qubits supraconducteurs, architecture rapide, des prix Nobel dans les équipes et objectif avoir un ordinateur tolérant aux fautes d'ici 2029. Et ils ont un spin-out commercial qui s'appelle SandAQ. Ça, ce n'est pas à négliger. Ensuite, on a IBM. Donc IBM avec plusieurs chips, dont Heron et Nighthawk, entre 120 et 156 qubits supraconducteurs, architecture rapide aussi, 500 clients, trésorerie abondante, donc de quoi financer le quantique, et une roadmap tenue depuis 5 ans. Ça, c'est le point, je pense, le plus important sur IBM. Et ils ont de la cryptographie résistante au quantique qui est déjà en production avec 25 milliards de chiffrements par jour. Ensuite, on a Microsoft avec la chip Mayonnaire 1 qui a seulement 8 qubits, mais c'est des qubits de qualité, avec pour objectif d'en avoir 1 million. C'est une architecture qui est encore inclassable, mais qui pourrait être prometteuse si elle tient toutes les promesses qui ont été mentionnées par Microsoft. Microsoft a aussi Azure Quantum qui rapporte déjà de l'argent parce que il propose directement de la puce de calcul quantique des concurrents sur le secteur du quantique, en tout cas à des utilisateurs finaux. Ils ont investi plus d'1 milliard de dollars déjà au Danemark pour créer l'un des plus grands centres de données quantiques de Microsoft, et ils sont également sélectionnés par le DARPA, donc qui peut être vu comme un label de qualité. Pour autant, sur Microsoft, point d'attention, il y a encore un débat scientifique qui est ouvert sur la technologie proposée dans la puce Mayonnaire 1. Ensuite, on a Amazon avec la chip Ocelot, avec 9,4 qubits. Donc, c'est une architecture qui est rapide, inédite aussi, avec une correction d'erreur qui est réduite à 90%. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose d'assez remarquable. Amazon a son centre sur le quantique à Caltech, donc ça aussi, c'est pas négligeable. C'est-à-dire qu'ils travaillent vraiment avec des scientifiques de renom sur le sujet. Et tout comme Microsoft, ils ont Amazon Braket, donc qui est une marketplace qui est déjà rentable et qui distribue de l'informatique quantique avec le hardware, on va dire, des fabricants. Et le dernier, c'est NVIDIA. Donc NVIDIA, ils n'ont pas de processeur quantique propre, mais ils ont une infrastructure qui est hybride et agnostique, avec 75% des processeurs quantiques mondiaux connectés via leur logiciel et des investissements massifs dans toutes les infrastructures. Donc ils investissent aussi chez les pure players, donc il y a des investissements chez NVIDIA, de NVIDIA dans IonQ par exemple, donc, et même Amazon aussi investit dans IonQ. Donc ça, c'est le point que je n'ai pas forcément creusé dans cette vidéo, c'est que tous ces mastodontes, ils investissent aussi dans les pure players du quantique. Donc pour moi, ils sont vraiment les mieux positionnés pour tirer le plus de bénéfices de ce secteur. Donc pour conclure cette vidéo, ce qu'on peut dire, c'est que ces 5 entreprises que je vous ai présentées aujourd'hui, elles partagent une caractéristique que les pure players du quantique n'ont pas. C'est-à-dire qu'elles peuvent se permettre d'échouer dans le quantique sans disparaître, ce qui n'est pas le cas de IonQ, ni de D-Wave, ni de Rigetti. Google peut rater sa feuille de route de 2026 et rester Google. Ils ont largement assez de revenus. IBM, pareil, ils peuvent prendre du retard sur leur roadmap et continuer à générer leurs 2 milliards de trésorerie libre, en tout cas le free cash flow par trimestre de 2 milliards. NVIDIA peut ne pas devenir le standard du quantique et continuer à dominer l'intelligence artificielle. Et c'est bien ça l'asymétrie de risque que l'investisseur doit valoriser. Avec les pure players, on parie en fait sur la survie de l'entreprise, mais avec les géants, on parie sur le fait qu'ils accélèrent à un moment donné dans le domaine qu'ils peuvent se permettre de financer sur le long terme. Donc c'est vraiment ça la différence entre les deux types d'entreprises. Je ne dis pas là, en fait, et d'ailleurs je ne donne pas de conseils financiers, et je ne dis pas là non plus en fait qu'il ne faut pas investir dans les pure players, je dis juste qu'il y a une asymétrie de risque entre les deux types d'investissements à prendre en compte. Donc dans un portefeuille quantique qui est construit pour durer, bien évidemment les deux ont leur place, mais dans des proportions qui sont... Ici, je rappelle la répartition du portefeuille que j'avais montré dans ma vidéo Les vrais gagnants du quantique. On peut avoir une poche offensive avec les pure players de la cryptographie post-quantique comme du SEALSQ ou même des pure players du quantique tout simplement comme du D-Wave, du Rigetti, etc. Ensuite, une partie équilibrée avec Microsoft et Amazon. Et enfin, des fondations avec des acteurs qui, pour moi, seront vraiment les gagnants sur ce sujet, à savoir IBM, NVIDIA ou Google. Vous n'êtes pas obligé de mettre toutes ces entreprises en portefeuille. Vous pouvez sélectionner celle qui, selon vous, est plus adaptée à votre profil de risque, à votre profil d'investisseur, à l'intuition que vous avez, en tout cas, sur le quantique, celle qui va dominer, en tout cas, le secteur de par la technologie qu'elle développe, parce qu'ils développent tous des technologies différentes, et sélectionner une ou deux pour chacune des catégories. La base de la pyramide, elle représente l'allocation la plus importante et je dirais la plus sûre. Plus on monte, plus le risque augmente.
et plus le potentiel en fait de rendement asymétrique est élevé. Donc, c'est-à-dire que vous avez des potentiels de gains qui peuvent être plus énormes. Donc, il y a plus de probabilité qu'une entreprise comme IonQ, avec une faible valorisation, fasse un x10 ou même un x100, en fait, si le quantique se développe bien et que cette entreprise se positionne en leader, qu'un Google qui fait déjà presque 3000 milliards de valorisation boursière, d'aller chercher un x100, un x10, c'est plus improbable. Donc voilà, on a plus de chances de faire des gros multiples avec ces petites entreprises, mais on a aussi plus de chances de perdre tout notre argent. Donc, quand on a un portefeuille équilibré, bien évidemment, il faut avoir des proportions qui sont prudentes. Donc, je vous l'avais promis. Selon moi, aujourd'hui, l'une des entreprises les plus intéressantes pour investir sur le quantique, mon cœur balance. Franchement, j'hésite entre IBM et Google. Je vous le dis très très souvent en fait sur cette chaîne. Nvidia aussi, ils font l'affaire sur ce secteur. Mais pour moi, aujourd'hui, vraiment, il y a entre IBM et Google, je pense qu'on tient là le duo qui va dominer l'informatique quantique dans les prochaines années. Et petit avantage pour IBM, parce qu'aujourd'hui, ils ont une stratégie vraiment très long terme, une stratégie avancée. Ils communiquent sur le sujet dans leurs earnings, donc c'est vraiment pour eux un sujet important et primordial. Ça ne veut pas dire que côté Google, ils s'en foutent. Non, ils ont une grosse équipe qui s'appelle Google Quantum AI. C'est pas pour rien qu'ils associent en fait ces deux noms. C'est pour dire que le quantum est aussi pour eux un sujet d'avenir. C'est aussi pour eux un sujet important dans leur roadmap technologique future. Donc, IBM et Google, pour moi, sont les deux entreprises à considérer vraiment si on veut s'exposer à ce secteur. Bien évidemment, il ne faut pas négliger non plus les autres acteurs. Il faut les mettre en portefeuille ou les analyser pour voir celui qui sont plus en raccord avec votre profil d'investisseur. Mais en tout cas, il ne faut pas non plus les négliger. C'était tout pour moi pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais passer IonQ à la loupe. Donc là, on a vu une grosse vidéo sur l'ensemble des acteurs des gros, des mastodontes. Et cette fois, on va faire des vidéos spécifiques, des petites vidéos sur les acteurs pure players. Donc, on va commencer par IonQ. On va parler des revenus d'IonQ, bien évidemment, des acquisitions stratégiques faites par cette entreprise. Et la vraie question, est-ce que IonQ sera l'Amazon du quantique ou alors c'est juste un narratif de plus? Je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines analyses.